Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, mais surtout leur activité et leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Dans le cadre de nos activités, nous intervenons sur la formation business, sur l'accompagnement business, ainsi que sur des missions de conseil en stratégie dédiées au cabinet d'avocats. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma discussion avec Pascal Petrel. Pascal est avocat associé du cabinet Petrel et Associés et intervient en droit du travail. Il dispose de 3 cabinets, un à Paris, un à Lyon et un à Tel Aviv. Cet avocat incroyable qui a eu 2, 3 et peut-être 4 vies d'avocat au sein de sa carrière va vous raconter son parcours, ses choix, ses difficultés et ses réussites. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à venir découvrir l'ensemble de nos contenus et de nos services. Bonne écoute. Eh bien écoute, bonjour maître Pascal Petrel, je suis ravi de te recevoir ici aujourd'hui. Alors habituellement quand je présente mes invités, je dis qu'on est à tel endroit, etc. Mais sauf que toi, tu travailles à 3 endroits, c'est-à-dire que tu as un cabinet à Paris, tu as un cabinet à Lyon et tu as un cabinet à Tel Aviv. Et en tout cas, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui à Paris. Bonjour Pascal Petrel. Bonjour Valentin. Alors écoute, moi j'aime beaucoup une chose chez toi, c'est surtout ton franc-parler et je sais qu'on y aura droit aujourd'hui, donc j'ai déjà le sourire jusqu'aux oreilles parce que je sais que tu ne mâches pas tes mots. Alors j'aimerais bien savoir qui était Pascal Petrel avant de devenir maître Pascal Petrel. Un cursus de vie un peu, plutôt un garçon bien éduqué, je crois, avec les valeurs fondamentales qui ont été à la fois données par ma famille et mes parents, mes grands-parents, puisque j'ai été élevé une partie de ma vie par mes grands-parents. Une éducation à la fois scolaire et religieuse, puisque j'ai été, je dirais, éduqué dans la religion catholique, même si aujourd'hui je me suis converti au judaïsme. Voilà, un parcours avec, je dirais, une école à l'époque qui me semble être ce que je pense de l'école, c'est-à-dire qui avait les vertus de rendre vraiment le service public au profit et pour le bénéfice des enfants, avec ce qui caractérise le service public, puisque j'ai été tout mon cursus dans l'école publique. Voilà, avec je pense une jeunesse plutôt épanouie, pas forcément dans la richesse, puisque mes parents n'étaient absolument pas effectivement une famille riche, mais en tout cas une vie épanouie au travers des choses simples, avec en plus des grands-parents qui étaient très présent et je dirais toujours ce sens de l'amitié, de la convivialité et du sens du commun. C'est pour ça qu'on s'aime bien. et qu'est-ce qui t'a tourné vers le droit? Qu'est-ce qui t'a amené finalement vers l'avocature? Alors là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on commence ses études universitaires entre guillemets, moi j'ai eu mon bac. C'était un bac B polyvalent, donc bien naturellement j'étais pas du tout dans les cursus un peu canalisés comme la médecine ou donc j'avais le choix et puis finalement le droit c'était une espèce de porte ouverte à plein de possibilités optionnelles à partir du moment où on empruntait la faculté de droit, donc c'est ce qui a légitimé mon choix, mais avec aucune prédétermination de ce qui serait ma profession future, d'autant plus que dans mon cursus universitaire, j'ai pas choisi l'avocature à l'époque et j'ai choisi effectivement d'être conseil d'entreprise avec un diplôme réputé à l'époque qui s'appelait le DJCE, qui est toujours d'ailleurs le DJCE.
Voilà, une petite promotion. J'ai jamais eu le sens de l'élitisme, mais j'ai toujours eu le sens du réalisme en me disant que à partir du moment où on est effectivement, on sort d'une famille humble, modeste, il faut essayer de trouver l'excellence. Et c'était l'objectif déterminé, à savoir de commencer une faculté de droit, réussir chacune des années et si possible atteindre l'excellence pour surtout à l'époque trouver du travail, hein, parce qu'en fait le principal élément c'était au bout du compte je fais pas des études pour me retrouver sans boulot, donc c'était l'objectif. Et si a priori on met toutes les cartes de son côté, voilà, il n'est pas impossible que l'on puisse effectivement réussir et trouver du travail à l'issue de son cursus. Très clair. Et donc du coup, tu te diriges vers le droit, tu deviens conseiller d'entreprise et t'atterris dans quelle boutique pour commencer? J'atterris, en fait ça s'est fait de façon très simple. J'ai fini mon certificat de spécialisation en droit social, puisque le DJCS c'est une formation polyvalente. J'ai terminé mon certificat de spécialisation droit social qui s'appelait à l'époque certificat de spécialisation de gestion du personnel, et il s'est avéré que de façon très simple, puisque c'était une formation très pratico-pratique, donc en réalité elle était orchestrée par des professionnels, hein, donc qui étaient des professionnels exerçant dans des cabinets, que j'ai eu l'occasion de rencontrer Yves Fromont, qui était à l'époque le responsable du bureau de Lyon de Barthélemy, une grande société d'avocats créée par monsieur Jacques Barthélemy, qui avait effectivement développé cette société nationale, en lui disant que j'étais intéressé pour rentrer dans son cabinet. Et de façon très simple, il m'a dit venez me voir tel jour et on discutera ensemble. Et ça s'est passé comme ça, et il m'a recruté et je suis donc rentré au cabinet Barthélemy de cette manière. J'ai pas passé un véritable entretien, ça a été plutôt un échange, une communication, et puis je suis rentré au cabinet Barthélemy de cette manière. Voilà. Incroyable. Donc du coup, formé par aujourd'hui ce qui est l'un des plus beaux cabinets en termes d'effectifs et de taille en droit social de la place. Qu'il l'est toujours, et avec effectivement un vrai cabinet qui à l'époque avait, je dirais, été quand on a la chance, comme moi, de finir ses études universitaires et de rentrer dans le plus gros cabinet de droit social français spécialisé, avec la chance de pouvoir y être formé et d'avoir un bon parcours professionnel, c'est une chance inouïe, et je dois remercier, au-delà de Yves Fromont qui m'avait recruté, Jacques Barthélemy, avec qui j'ai toujours entretenu de bonnes relations et qui effectivement m'a donné les premières, je dirais, les premières expériences à la fois sensorielles et sensationnelles de l'exercice de ce métier, avec, je dirais, la passion qu'il avait de ce métier et les échanges bilatéraux qu'on pouvait avoir destinés à motiver ses collaborateurs, parce que c'était comme ça que ça se passait au cabinet, puisqu'il y avait une très forte volonté de personnalisation des relations, et M. Jacques Barthélemy était la personne idéale pour effectivement entretenir les relations très proches avec ses collaborateurs. Finalement, on t'a tout de suite lancé dans le grand bain pour que tu apprennes ton métier. Avec Jacques Barthélemy, c'était même un peu de temps en temps, on se demandait si on allait pouvoir réussir à franchir l'obstacle, mais c'était la manière, effectivement, comme tu le dis, on était plongé un peu dans le bain et puis il fallait se débrouiller et relever le challenge, mais c'est pas une mauvaise expérience, hein, ça fait un peu... Au début, ça fait un peu peur, mais après, on est habitué, donc on se dit, on va réussir. Mais ça te permet aussi vite d'appréhender le métier, de voir sa globalité, et puis de te casser la gueule, parce que je pense que dans ce métier-là, c'est aussi une bonne chose de pouvoir se confronter à ses limites et d'avancer aussi sans filet. Je pense surtout, ce qui est important, c'est d'être vraiment confronté à la réalité, parce que si on reste dans un univers clos où finalement on est protégé de tout, on va rien apprendre. Donc l'expérience du bébé dans le bain, si je peux m'exprimer ainsi, c'est effectivement une bonne approche, parce qu'on est véritablement confronté au dur, et donc c'est challengeant, et donc on avance plus vite, hein. Naturellement on avance plus vite. Et tu restes combien de temps chez Barthélemy ? Je suis resté plus de 10 ans, d'abord en qualité de collaborateur, puis après je suis devenu effectivement associé du cabinet au bureau de Lyon, où j'avais une équipe de 5 collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé jusqu'au moment où j'ai décidé effectivement de créer mon propre cabinet, qui est toujours aujourd'hui en place. Et pourquoi tu décides de partir ?
je décide de partir pour des raisons qui sont liées à la fois sans trahir le secret de tous les éléments des difficultés que j'avais rencontrées avec certains de mes associés, et puis je crois surtout profondément la volonté j'avais ce gène d'être chef d'entreprise. Pour moi, c'était quand même, je pense, ancré en moi. Je l'avais pas encore révélé, mais progressivement, j'avais cette passion de la création d'entreprise, d'être entrepreneurial dans le bon sens du terme, et donc de créer ma boutique, c'était pour moi un élément fondamental, d'autant plus que je suis profondément indépendant dans l'âme, donc il fallait que je réalise mon rêve. Même si effectivement je n'avais aucun élément je dirais de savoir où j'allais atterrir et comment j'allais réaliser ce rêve, mais en tout cas il fallait que je le réalise, parce qu'autrement je pense dans mon fond intérieur j'en aurais été frustré toute ma vie. Donc il fallait que je franchisse le cap, et plus on est jeune, plus c'est facile quand même de partir, même si je peux pas négliger que à l'époque, en qualité d'associé de ce grand cabinet, j'avais on va dire un standard de vie et de carrière qui était plutôt prédéterminé. Mais bon, je dirais qu'à la limite, c'est justement l'âme d'entrepreneur de se dire, on a quelque chose, mais il faut aller jusqu'au bout de son rêve, et entreprendre, c'est aussi prendre des risques. Voilà. Je suis tout à fait d'accord, surtout en plus quand tu as eu cette image-là, parce que tu as été recruté par Jacques Barthélémy et par Yves Fromont, qui sont quand même deux grandes personnes du droit social. Finalement, tu as été élevé dans cet ADN-là et tu as voulu la mettre en place, je comprends tout à fait. Et donc là, tu quittes ce cabinet au bout de 10 ans, tu étais associé du cabinet Barthélémy à Lyon, et là, tu vas poser ta plaque. Oui. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe au départ. Est-ce que tu pars seul? Est-ce que tu pars accompagné? Comment ça se passe? Alors, comment dire, quand le pas a été franchi, ça a été plutôt un élément de légèreté. Je dois dire que j'ai plutôt pris l'événement en tant que tel de me dire, voilà, je me retrouve en créateur, en entrepreneur. J'ai plutôt été dans une espèce de je dirais pas de nonchalance, mais de légèreté, en me disant de toute façon, c'est un nouveau chemin, il est à créer de toutes pièces. Donc c'est pas la peine d'aller anticiper, je ne dirais quelque objectif particulier. L'essentiel, c'est de créer au fil de l'eau les éléments fondamentaux. Donc les éléments fondamentaux, c'est de trouver une adresse. Et à l'époque, c'est vrai que j'ai eu la chance par un ami de pouvoir effectivement immédiatement trouver un bureau dans un cabinet d'avocats polyvalent où j'ai pu effectivement installer je dirais à la fois moi-même et mon assistante et une collaboratrice, et puis l'aventure s'est créée comme ça. Donc, mais c'était vraiment voilà, on était complètement dans l'empirisme. Moi, j'avais été associé, donc je connaissais un certain nombre de choses structurantes, mais globalement, il fallait savoir si des clients m'avaient suivi. Alors, comme j'étais associé, j'avais effectivement négocié mon départ avec le cabinet Barthélémy, et dans le protocole, j'avais négocié le fait que les clients, s'ils souhaitaient me suivre, puissent me suivre sans que j'ai des problèmes déontologiques, donc ce qui avait été réglé contractuellement. Donc j'avais quand même un minimum de clients pour pouvoir commencer, et puis après, c'est au fil de l'eau, c'est-à-dire que il faut aller de l'avant, il faut se dire que on a, je dirais, de nouveaux challenges, il faut trouver de nouveaux clients, il faut déterminer de quelle manière on peut trouver de nouveaux clients. J'utilisais aussi, ça c'était un élément aussi de confort pour moi, c'était que le cabinet qui m'avait accueilli pouvait me transmettre quelques dossiers, et puis voilà, on a avancé comme ça, et ça a duré 2 ans, parce que j'ai fonctionné de cette manière, un petit peu en souplesse dans ce cabinet, en étant installé, sachant que le dirigeant de ce cabinet m'avait dit, on verra si au bout de 2 ans, vous êtes favorable à intégrer le cabinet. Je dois dire que j'étais quand même un peu en réserve, parce que j'avais déjà été intégré en qualité d'associé, que c'était pas véritablement l'équation que j'avais déterminée, mais j'avais cette faculté de souplesse. Donc en fait, ça, à la fois j'avais eu le challenge, et en même temps j'avais cette clé de sécurité, puisque j'avais une option possible
de redevenir associé de ce cabinet qui m'accueillait dans ses murs. Donc voilà, pendant 2 ans, j'ai réalisé, on va dire, une aventure très empirique avec effectivement les clients qui m'avaient suivi, d'autres clients qui sont venus. Et puis au bout de 2 ans, la confirmation a été faite que véritablement, il n'y avait pas d'autre option que de poursuivre, je dirais, mon chemin de chef d'entreprise. Donc avec le cabinet qui m'avait accueilli, j'ai déterminé une fin d'occupation des locaux. J'ai là pris mes propres locaux et on va dire que le chemin là s'est démultiplié de façon assez exponentielle puisque après cette création et 2 ans de cabinet commun, la véritable installation s'est traduite en quasiment, même pas 2 ans, par le recrutement de 5 collaborateurs au travers d'une activité qui s'est effectivement déployée de façon exponentielle. Donc finalement, départ de Barthélemy, pari réussi, c'est-à-dire que tu arrives sans objectif, développement au fil de l'eau, les clients te suivent, tu occupes des locaux, tu recrutes 5 collaborateurs dans une période de 2 ans, très beau développement. Et derrière, est-ce que là, à ce moment-là, tu commences à avoir une vision un petit peu émergée de ce que tu veux que soit le cabinet de Petrel et Associés? Alors, c'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu crées une entreprise, tu t'aperçois que finalement au début, t'es vraiment dans l'émulation, dans l'excitation, et puis finalement, ce qui fait vraiment le développement de l'entreprise, c'était d'ailleurs une de mes qualités premières, j'ai vraiment l'âme du commercial, donc le développement c'était véritablement pour moi le nerf de la guerre parce que c'était ce qui permettait d'organiser la sécurité du business. Si ce n'est que un cabinet, c'est pas uniquement du développement commercial, c'est aussi du management. Je l'avais certes intégré dans le cadre du cabinet Barthélemy en qualité d'associé, mais quand on porte ça sur les épaules, c'est un petit peu différent puisque on a moins d'assistance, on va dire, d'infrastructure avec un certain nombre d'éléments qu'il faut gérer. Donc tout cela, c'est au fil de l'eau équilibré, avec en plus, grâce à mes contacts, je dirais des rapports privilégiés avec une société de management qui m'a donné plusieurs éléments favorables pour mettre en place, je dirais, tout ce qu'il fallait en termes de stabilisation des équipes. Et puis après, tu es confronté, comme tout chef d'entreprise, avec les événements exceptionnels que sont le départ de collaborateurs. J'avais à l'époque associé une collaboratrice avec laquelle j'ai eu des difficultés. Enfin bon, c'est la vie de cabinet. Enfin, à un moment donné, t'es plus uniquement associé d'un cabinet qui te porte, c'est toi qui dois effectivement mettre en forme l'organisation de ton cabinet avec les difficultés que tu peux rencontrer, comme n'importe quel cabinet d'avocats peut aujourd'hui être confronté. Donc c'est la même aventure. C'est quoi un peu les grandes phases du cabinet Petrel et Associés? Est-ce que durant ta vie justement d'avocat chef d'entreprise, tu as eu des moments où tu avais envie de grandeur, un grand cabinet d'avocats avec beaucoup de collaborateurs, des moments beaucoup plus de proximité, de souplesse avec tes clients? Est-ce que tu as eu des grandes phases comme ça? Je connais la réponse, mais il faut bien que je la prenne. Alors disons que ça se fait, c'est pareil, c'est un élément de construction progressive. C'est-à-dire que en fait, au début, tu es dans une phase pionnière, donc ton cabinet prend je veux dire, un développement considérable, et cette phase, elle est d'ailleurs très délicate parce que justement, elle te permet pas forcément de façon immédiate de créer les zones de stabilisation. Donc tu pars en exponentiel, tu t'aperçois quand même que finalement dans le chemin, il y a des collaborateurs avec lesquels tu vas pas pouvoir continuer de travailler, tu fais une mauvaise association, ça ce n'est pas non plus
on va dire, une très bonne expérience. Et puis, à un moment donné, tu t'aperçois quand même, tu as un seuil de saturation parce que à la fois, tu es dehors, il faut que tu assumes complètement la gestion de la production parce que tes clients, ils ont besoin effectivement que tu fasses le travail. Et en même temps, tu as à gérer toutes ces problématiques d'organisation et managériale avec la gestion de tes collaborateurs. Donc, tu dois trouver ton point d'équilibre. Et c'est là où c'est la situation la plus critique qui peut effectivement, pour, à mon avis, toute entreprise, être un seuil soit fatal, soit de transformation. Et là, j'ai considéré on avait atteint un seuil qui, pour moi, n'était pas gérable en tant que tel, puisqu'on était quand même, on était arrivé jusqu'à 45 collaborateurs au cabinet, donc ce qui était quand même énorme. Pour un associé. Sur mes épaules, et j'ai considéré que il fallait qu'on revienne sur une configuration qui était beaucoup plus pour moi à la fois gérable et absorbable, et en même temps qui puisse effectivement pérenniser le cabinet pour l'avenir. Et j'ai à ce moment-là entrepris ce que j'appellerais une restructuration du cabinet en le mettant véritablement à mon image, c'est-à-dire comment je me sentais, comment je visualisais l'avenir du cabinet, et en même temps associé, je dirais, un choix de vie, puisque au moment où j'ai opéré cette réorganisation, je dirais que ma vie personnelle m'a conduit sous d'autres cieux qui s'appellent Israël. J'ai considéré à ce moment-là que ma vie personnelle devait quand même privilégier mes choix par rapport à ma vie professionnelle, et donc j'ai décidé à la fois de déménager géographiquement à Tel Aviv, de suivre mon conjoint, mon partenaire, et de créer les conditions d'une vie personnelle épanouie, et en même temps d'une stabilisation professionnelle dans ce choix de vie privée qui pour moi était primordial par rapport à ma vie professionnelle. Ce qui est incroyable chez toi finalement, c'est que tu as pu gérer jusqu'à 45 collaborateurs, et tu as cette ouverture d'esprit, ou en tout cas cette bienveillance de se dire en fait, je l'ai fait, c'est pas pour moi, c'est plus ce que je veux, et je retourne finalement à une structure qui me convient plus au moment de ma vie où ça me convient. Et je trouve ça assez incroyable parce que finalement, il y a des gens qui développent tout au long de leur vie ou qui restent à leur place et qui n'arrivent pas à en sortir par confort. Et toi, tu as vraiment eu ce pas-là, et je trouve ça assez incroyable. Ouais, mais je crois surtout que ce choix d'avoir privilégié ma vie personnelle a été facilitateur de finalement ce qui aujourd'hui caractérise ma vie professionnelle. Je pense qu'on peut pas avoir une vie professionnelle épanouie si dans sa vie personnelle on n'est pas bien. Donc pour moi l'essentiel, je dirais que ça correspond à ma personnalité. Je vais pas sacrifier ma vie personnelle, contrairement aux apparences, parce que beaucoup de gens pourraient penser que Pascal Petrel il ne pense qu'à sa vie professionnelle, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que moi ma vie personnelle est sacrée, elle est confidentielle, et personne n'a le droit de s'intéresser à ce qui est ma vie privée, mais ma vie privée est primordiale par rapport à ma vie professionnelle. Et je pense que cet équilibre que j'ai trouvé a facilité grandement ce qui caractérise aujourd'hui mon organisation professionnelle et ce qu'est le cabinet aujourd'hui. Du coup, ça m'intéresse. Tu te donnes justement la perche pour te dire qu'est-ce qu'est le cabinet aujourd'hui et comment tu conçois son organisation. Le cabinet aujourd'hui, je dirais qu'à l'aune d'une période de crise que nous avons traversée, m'amène à considérer que, j'ai bien fait d'être effectivement une structure aujourd'hui légère et petite, parce que je pense qu'en termes d'adaptation et de confrontation à des éléments d'adaptation découlant d'un contexte de crise comme on l'a connu, est plutôt révélateur, je dirais révélateur positivement du choix prédéterminé que j'ai fait. Deuxième élément, je pense que d'avoir
aujourd'hui une vie personnelle un peu bicéphale puisque je suis à la fois français, israélien, je suis juif, je vis en Israël, m'amène aussi à avoir une double culture que j'ai appris bien sûr puisque je me suis converti au judaïsme et m'amène justement à une confrontation culturelle qui est plutôt positive parce que justement de partir finalement d'un confort un petit peu institutionnel, d'être confronté à la réalité entrepreneuriale et ensuite d'être confronté à une réalité culturelle dans un contexte à la fois d'un pays au contexte spécial et avec en plus une vraie start-up nation qui émerge d'énergie et de développement, ça façonne un peu le futur de ta vie. Voilà. Donc c'est, je dirais qu'aujourd'hui pour moi, ça m'a donné tous ces éléments, tous ces ingrédients de vitalité, de volonté, de défi et d'adaptation et en même temps de réalisme et de confirmation que faut être bien personnellement pour pouvoir continuer de vivre dans ce monde qui est quand même plutôt challengeant certes, mais en même temps parfois un petit peu, pas, je dirais pas inquiétant, mais bon, il faut l'affronter, hein, il faut juste se mettre en face de relever les défis parce que je pense que ça va continuer comme ça. Voilà. Comment est-ce qu'on gère un cabinet d'avocats en tant que seul associé lorsqu'on a 3 implantations finalement qui sont différentes ? Alors je dirais à la base, déjà, c'est d'avoir bien choisi ses collaborateurs. Donc au fil du temps, on arrive quand même à choisir ses collaborateurs et de bien les choisir. La deuxième chose, c'est d'expliquer que il faut légitimer son choix personnellement, mais aussi vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'il faut expliquer que, et je crois que quand on recrute des collaborateurs, faut leur dire voilà, vous n'êtes pas dans un cabinet comme les autres. Vous savez que vous avez un patron qui habite en Israël, donc vous n'allez pas le voir tous les jours. Donc nécessairement, vous allez travailler avec lui d'une autre manière. Donc vous allez travailler à distance, vous allez travailler au travers de la visio, vous allez travailler au travers du téléphone. Et puis, mais en même temps, les collaborateurs sont pas forcément. Moi, je pense que le recrutement, quand je dis qu'il doit être vrai, c'est qu'il doit être vrai. Et en même temps, c'est responsabilisant aussi parce que quelque part, l'autonomie des collaborateurs est un vrai facteur de réussite du cabinet et ça donne aussi une dimension professionnelle aux collaborateurs qui finalement, en se responsabilisant, ont un objectif professionnel qui est largement piloté au travers de cet enjeu majeur qui est de ok, tes collaborateurs au bureau de Paris, tes collaborateurs au bureau de Lyon, tu dois effectivement assumer en parfaite autonomie la gestion à la fois du service client, de tes dossiers. Managérialement, tu dépends d'un patron, parce que ça c'est une autre de mes idées, c'est que je pense qu'une entreprise elle a besoin d'un patron, hein, pas forcément que d'un associé, elle a besoin d'un patron, avec lequel tu vas pouvoir discuter, qui va effectivement te challenger de façon permanente, mais avec lequel tu auras toujours de l'écoute et de la compassion pour te faire avancer, te faire progresser. Je pense que l'essentiel d'un patron, c'est effectivement de faire avancer ses collaborateurs, quel que soit après le chemin qui guide les collaborateurs, puisque c'est véritablement ça qui doit conduire tout patron, parce que c'est le leadership du patron, c'est tout. Pourquoi tes clients ils te choisissent, Pascal ? Ils me choisissent parce que je suis un guerrier. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que en fait, je suis un offensif. C'est quelque chose que je défends dans l'approche que j'ai avec mes clients, et je pense qu'ils le savent. C'est que moi, je suis vraiment dans une approche offensive avec les clients. C'est-à-dire dès lors que en droit social, on gère quand même les relations entre l'entreprise et les salariés, les organisations syndicales, les instances représentatives. Enfin, des challenges relativement importants et dans cette approche j'ai effectivement à la fois une approche d'anticipation mais j'ai une approche offensive. Je considère que si on n'a pas une approche d'anticipation et offensive, pour moi en tout cas c'est
c'est comme ça que je conçois mon métier pour eux. Donc ils me prennent parce que je suis guerrier, combatif, offensif et qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. S'il faut relever un challenge et un défi, je vais y aller, je vais leur expliquer pourquoi. Bien sûr qu'on détermine ensemble la manière d'y aller, mais c'est en tout cas l'approche qui me caractérise. Et donc, dès que tu as un client qui veut pas fonctionner comme ça, tu ne travailles pas avec lui. Bah, je dirais que je dis pas forcément que j'aurais des difficultés, mais je pense qu'à la base, on ne peut travailler qu'avec un client sur une vision partagée de l'approche. Si je ne peux pas effectivement partager cette vision, je vais me retrouver en difficulté parce que finalement, je vais pas véritablement comprendre quels sont les objectifs à atteindre. Moi, j'ai besoin d'identifier l'objectif et de savoir quel est l'objectif à atteindre pour pouvoir ensuite déterminer comment on l'atteint. Donc, pour moi, c'est ça une stratégie. Si on attend, alors je dis pas forcément qu'en droit social, on est toujours offensif, mais on peut quand même, par le biais d'une anticipation, savoir le cas échéant d'où va pouvoir provenir éventuellement le problème ou la difficulté. Très clair. Est-ce que tu as une anecdote qui t'a marqué de façon positive dans ta vie d'avocat et surtout d'avocat chef d'entreprise? Quelque chose qui t'a plu, qui t'a touché ou en tout cas qui a été un tournant dans ta vie? Ah ben, pour moi, le tournant important, et je pense que ça a donné sens à ma volonté entrepreneuriale, c'est quand effectivement, alors que j'étais encore associé de chez Barthélemy, j'ai eu la chance, grâce à un partenariat avec Scadenarps et Christopher Baker, de prendre le dossier d'acquisition de l'Ejabi avec un challenge professionnel qui pour moi était déterminant puisque il a été au-delà de ce qu'était ma spécialité. On m'a quasiment confié les clés. Quand je dis quasiment, c'est parce que je suis très modeste. On m'a donné les clés à 100%. Madame Wagner à l'époque m'avait donné les clés de restructuring de l'ensemble de ces entités au plan européen suite à la fusion entre les deux sociétés qu'elle détenait en Europe. Et je me suis transformé de cette manière en véritable entrepreneur parce que j'avais une dimension à la fois bien sûr d'avocat en termes de sécurisation puisque l'expertise, même si je ne connais pas tous les domaines du droit, j'avais quand même un minimum de formation polyvalente en droit des affaires et puis j'étais pas seul puisque je travaillais avec des confrères, mais de devoir, je dirais, apprendre sur le tas ce que beaucoup de personnes apprennent à l'école managériale ou dans n'importe quelle école de commerce, pour moi ça a été déterminant et ça a conforté mon esprit entrepreneurial. Donc ça, c'était vraiment l'expérience fondamentale qui a transformé considérablement ma vision à la fois de ma vie et du métier. Parce que je pense qu'effectivement un avocat, il n'est pas qu'un diseur de droit, il est véritablement un partenaire complet du monde économique avec effectivement une pleine connaissance qu'il doit avoir. C'est pour ça aussi que avec ça j'ai appris ce qu'était le chiffre et comment on pouvait effectivement faire de l'évaluation financière et de l'optimisation de coûts, puisque c'est quand même un levier fondamental de ce qui doit caractériser un avocat dans le business. Voilà. Surtout que c'est d'autant plus incroyable que toi tu fais du droit social. C'est rarement, voire je dis rarement, et c'est aussi un euphémisme, les avocats en droit social qui structurent et qui gèrent l'opération. On va avoir les avocats en M&A qui vont tout chapeauter et qui derrière finalement vont dispatcher leurs différents confrères en termes de spécialité ou d'expertise, mais c'est du jamais vu. Ouais, mais il faut pas oublier que les choses ont changé au fil du temps. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi je me rappelle de mon expérience professionnelle que souvent le droit social c'était la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que on faisait les opérations de FUSAC. D'abord c'était un problème fiscal avant d'être un autre problème. Puis après on venait nous trouver, on disait mais il y a peut-être un problème avec le social. Est-ce que vous pouvez nous donner éventuellement vos recommandations? Mais ils avaient déjà arbitré tous les choix, donc on ne devait que suivre. Et en fait, au fil de l'eau, ça a quand même changé, puisque aujourd'hui, on voit bien que quand il y a des opérations comme celle-ci, le social n'est plus la dernière roue du carrosse, mais on prend bien sûr en compte toutes les problématiques sociales, parce que au-delà de ce que sont les
des éventuelles incidences au plan du droit, il y a aussi quand même juste des salariés, des hommes et des femmes qu'il va falloir conduire quand même au changement. Donc le pilotage de la transformation et du changement, ça se fait pas uniquement à la lecture d'une optimisation fiscale. Très clair. Je t'ai demandé si tu avais eu une bonne expérience dans ta vie, ou en tout cas une expérience marquante. Tu m'en as donné une. Maintenant, je vais renverser totalement la question. Est-ce que tu as eu une expérience, une mauvaise expérience, qui a impacté peut-être tes choix a posteriori, que ce soit en termes de clientèle, d'organisation de cabinet ou toute autre chose, une expérience avec une juridiction, qu'importe? Alors avec les juridictions pas trop parce que la plupart du temps c'est effectivement pas moi qui plaide, même si sur les gros dossiers je préfère effectivement le faire déjà dans l'intérêt des clients et pour ceux qui me le demandent. D'un point de vue collaborateur, on peut parfois effectivement être déçu d'un certain nombre de collaborateurs qui peuvent trahir un peu le lien de confiance qu'on a pu leur donner, mais on va dire que c'est le jeu, hein. C'est un peu malheureusement le jeu de l'entreprise. En termes de clients, je crois pas avoir eu de véritable mauvaise expérience. Je dirais qu'après les relations, moi j'ai quand même vraiment toujours privilégié une relation de proximité avec la volonté d'être vraiment performant. J'ai la chance aujourd'hui quand même pour l'essentiel de mes clients d'avoir plus de 20 ans de collaboration avec eux. Voilà, donc c'est plutôt une belle aventure personnelle. Après, on peut être confronté à des difficultés plutôt temporaires, instantanées, liées à la gestion d'un dossier ou éventuellement à la complexification d'une situation parce que le client n'a pas... Et puis, même si l'avocat essaye toujours de poser les questions, on nous a pas forcément tout dit, mais bon, je dirais que globalement, il y a pu y avoir ici ou là quelques petits couacs, mais je garde plutôt, un bon souvenir de tout ce que j'ai fait et ça me donne au contraire une bonne vision de ce que j'ai encore à faire pour les prochaines années. Et alors justement, j'en viens à cette question et merci encore pour la perche. Qu'est-ce que tu as envie de faire sur ces prochaines années? Aujourd'hui, tu as 58 ans, tu as quand même eu tout type de cabinet d'avocats entre les mains, tu as été associé par Jacques Barthélémy avec Yves Fromont du cabinet Barthélémy, tu as ensuite créé ta structure, tu es monté jusque 45 collaborateurs, tu as dit « moi j'en veux plus », derrière on redescend sur une structure à taille humaine beaucoup plus flexible. Et qu'est-ce que sera le demain du cabinet Petrel et Associés? Alors le demain du cabinet Petrel Associés, c'est de rester effectivement performant dans son domaine d'expertise et dans son dimensionnement aujourd'hui de cabinet de petite taille de niche, avec une vraie prestation de service de proximité, de respect des engagements qui sont liés au contrat que j'ai avec mes clients. Une volonté et là c'est plutôt bien parti puisque les collaborateurs qui sont aujourd'hui au cabinet sont des gens fidèles et avec lesquels je m'entends très très bien. De leur donner plus de responsabilités encore et le cas échéant de déterminer avec eux leur futur projet professionnel, mais je suis plutôt un empirique maintenant. J'ai pas envie d'imposer un statut, un mode particulier. Je pense qu'il est important, c'est de bien travailler ensemble. Et je pense que il y a plein de solutions pour bien travailler ensemble sans forcément se mettre dans un cadre précis, puisque je pense que l'essentiel c'est effectivement de partager des valeurs et après pour les collaborateurs d'être bien rémunérés, quel que soit le mode de rémunération. L'association c'est pas forcément le meilleur mode de rémunération des collaborateurs. En tout cas, ça doit être partagé et discuté. Je pense qu'il faut être plutôt ouvert sur les solutions. Hein. Aujourd'hui, on voit bien que finalement le monde économique il a un peu changé de modèle et je pense qu'il faut s'adapter aussi à ce modèle-là. Avec une particularité qui est celle du cabinet Petrel, c'est que moi je suis franco-israélien, je suis avocat au barreau français, au barreau de Paris, je suis avocat au barreau d'Israël, j'ai aussi aujourd'hui développé une activité en Israël, donc je regarde ça aussi dans un contexte un petit peu plus global, aussi de bouleversement
bouleversements mondiaux, de régionalisation nouvelle, avec, je dirais, toujours cette volonté entrepreneuriale. Je crois qu'il faut, si on veut véritablement à un moment donné se dire, ben voilà, j'ai accompli un chemin, faut pas avoir peur, même de l'inconnu. Donc ça veut pas dire qu'on est dans l'inconnu, ça veut simplement dire que on a l'esprit entrepreneurial parce qu'on veut effectivement avancer. Donc quand on avance, faut un minimum de clés, mais il faut pas avoir peur de son ombre, et en avançant sur des domaines ou des chemins de vie qui sont pas forcément ceux qu'on aurait pu identifier. Voilà, je suis plutôt un aventurier quand même. C'est pas un aventurier dans le sens négatif, c'est voilà, enfin ma vie détermine quand même que j'ai pas eu vraiment très peur de parcourir un certain nombre de chemins, puisque je suis passé de catholique à juif, de France à Israël. En plus j'habite un pays où je dirais la résilience, on sait ce que ça veut dire, parce que depuis que j'y habite, j'ai connu quand même 5 conflits avec le Hamas ou le Hezbollah, donc j'ai quand même façonné mon état d'esprit d'une certaine manière qui m'amène à considérer que je dirais les crises on peut les traverser. D'ailleurs la crise du corona, le cabinet n'a pas eu beaucoup de mal à la traverser, parce que globalement on était préparé à la fois psychologiquement et en termes d'organisation. Ça aussi c'est un élément déterminant, c'est-à-dire que quand en mars 2020 d'un jour suffit à s'isoler du monde pour une durée indéterminée, parce que l'inconnu est bien là. Au cabinet, nous on était tous prêts, donc il suffit simplement de rallumer les ordinateurs, de se faire une visio et de se dire voilà, maintenant on est tous confinés, chacun dans notre champ géographique, et il faut qu'on travaille ensemble. Et en plus, il faut qu'on relève le challenge de nos clients, parce que eux aussi, il y a quelque chose qui leur est tombé sur la tête et qu'il va falloir quand même les assister pendant une période assez critique. Et c'est ce qui a été le cas. Donc en fait, ça a été plutôt, je dirais pour nous, on était déjà en réseau, on était déjà tous en synergie géographiquement en espace distant. Enfin, il y a vraiment eu aucune crise organisationnelle chez Petrel Associés, parce qu'on était déjà tous préparés à la fois mentalement et opérationnellement. Donc on a pu affronter, ce qui démontre à l'évidence que finalement, quand on avance de cette manière, en anticipant, je dirais, les évolutions, on est quand même beaucoup plus préparé, et puis je pense que c'est un état d'esprit. Pascal, je vais te poser un petit cas pratique et je sais que je vais t'énerver. Imaginons que je sois une société industrielle qui soit présente de façon globale sur le territoire français. Et là, j'ai envie de changer d'avocat en droit social. J'identifie quelques cabinets de place, le cabinet Barthélemy, le cabinet Fromont, Fidal, un cabinet qui s'appelle Tonti Bernard, je donne le nom de mes parents, et le cabinet Petrel et Associés. Pourquoi je choisirais le cabinet Petrel et Associés pour travailler avec toi ? Pour une seule raison, c'est qu'on choisit Pascal Petrel. Donc c'est pas de la prétention, c'est simplement que le client qui me choisit, il sait qu'il me choisit et il sait qu'il va travailler avec moi. Donc voilà, c'est le cabinet n'est pas, je dirais, à l'identique de ceux que tu as pu citer, des grosses structures où effectivement, finalement, on choisit peut-être un cabinet de nom parce que on considère que c'est grosso modo une signature incontestable. Quand on choisit Petrel, c'est qu'on a envie de travailler avec lui. Voilà. Ça me va très bien. Pascal, j'ai pris ce soir 40 minutes de ton temps. Non. Et tu me les as offertes, bien sûr. J'ai quand même une petite dernière question, un mot de la fin, un mot pour toi. On est écouté par beaucoup d'avocats, de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, qui nous écoutent et qui nous envoient régulièrement des messages. Est-ce que tu as un message à leur faire passer par rapport à ton parcours, ce que tu as vécu et ce que tu as fait ?
Je pense que surtout, pour moi, les deux messages pour les jeunes qui aujourd'hui veulent devenir avocats, surtout, ne vous fiez pas à ce qui peut être dit ou entendu ici ou là. Vous seul avez effectivement les clés de votre destin et si vous voulez effectivement faire votre métier, vous pouvez le faire. Après, vous aurez nécessairement un cursus différent, mais relevez le défi et avancez. Soyez surtout des jeunes entrepreneurs. Je pense qu'il faut aujourd'hui que tout avocat qui s'installe ou qui rentre dans un cabinet soit véritablement avec cet esprit entrepreneurial en se disant bon voilà, je veux challenger, c'est la profession que j'ai choisie et je veux continuer d'avancer et de challenger sur ce métier. En fait, j'ai une dernière question et j'ai oublié de la poser. Mon associé m'aurait buté si je ne l'avais pas posée. Tu as été un de nos clients sur une de nos formations et on travaille aujourd'hui avec toi. Qu'est-ce que tu penses de la société Anomia ? Il y a un flingue sur la tête de Pascal Petrel. Non, c'est en fait pour être simple et transparent, je vous ai identifié sur LinkedIn au travers d'un programme de formation qui s'appelait Boost. Ça m'a interpellé parce que j'ai déjà le terme. Quand on me dit boost, ça me booste aussi. Donc j'ai dit je vais aller voir ce que c'est. Et puis comme je suis curieux et que j'aime bien comprendre les choses, je t'ai appelé, je t'ai demandé effectivement au-delà du programme quelle était cette formation, avec qui elle s'organisait. Et je pense que je dirais la richesse que j'en ai tirée, c'est véritablement cet échange d'expériences avec justement des personnes différentes, avec des parcours parfois différents, de reconversion aussi, et ça a été particulièrement, je dirais, signe du fait que la profession, elle est je dirais multiforme et avec des professionnels qui sont vraiment tous sympathiques et qui ont envie effectivement d'avancer. Donc ça m'a donné, je dirais vraiment le boost. Ça, je dois dire qu'effectivement les quelques jours de formation qu'on a eu ont été vraiment enrichissants de ce point de vue. Et puis vous, toi Valentin avec Jérôme, ça a été effectivement une véritable aventure passionnante de vous connaître avec, je dirais, justement cette volonté de vous intéresser à nous et de nous accompagner sur différents aspects et pour lesquels aujourd'hui je vous ai choisi. Donc je suis ravi effectivement de continuer de collaborer avec vous. Eh ben, en fin de journée, ça fait du bien de se faire saucer un peu. Non, mais moi je ne fais pas je suis pas comme ça, mais à partir du moment où effectivement c'est comme tout partenariat, dès lors qu'on a des professionnels avec lesquels on s'entend et avec lesquels on avance, ça fait du bien. Voilà. Pascal, je te souhaite tout le meilleur pour ton avenir, tant professionnel que personnel, et je sais que nous nous reverrons très bientôt. Merci Pascal Petrel. Merci à toi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.